Bienvenue Madame, Monsieur pour ce nouveau numéro de Rencontre avec. Aujourd'hui, je reçois Yes Begriche, influenceur et maintenant auteur algérien. Bonsoir Yes. Bonsoir Nalima. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci pour l'invitation. Alors Yes, on vous connaît sur les réseaux sociaux, surtout pour votre engagement pour la culture et le patrimoine algérien. Mais aujourd'hui, vous êtes là pour autre chose aussi, votre livre d'origine algérienne. Un titre simple mais qui dit déjà beaucoup. Alors première question très simple, pourquoi ce livre et pourquoi maintenant ? Je trouve que c'est le moment idéal pour justement documenter tout ce que je suis en train de faire sur les réseaux sociaux. Ça fait maintenant 4 ans que je fais la promotion de la culture algérienne, que je parle de mon identité. Et donc j'ai eu l'opportunité d'être approché par une maison d'édition qui voulait en savoir plus justement sur ce parcours et sur cette démarche. Et donc je suis parti sur ce livre, sur cette autobiographie, parce que c'est une autobiographie qui est romancée et dramatisée sur certains points. Et je me suis dit que c'était le moment opportun justement de démontrer que les réseaux sociaux peuvent être aujourd'hui un outil de transmission et pas juste être vus négativement comme souvent on le voit dans les médias, dans les réseaux sociaux. On dénigre un peu les influenceurs, etc. Alors qu'il y a des initiatives qui peuvent être très bonnes, qui peuvent être culturelles, qui peuvent être humaines, qui peuvent aider des gens. Et donc je voulais vraiment documenter tout ça. À qui s'adresse ce livre, Yes ? Est-ce qu'il s'adresse aux Algériens d'ici, de là-bas, peut-être même aux étrangers ? Il s'adresse à toutes les personnes qui ont fait l'expérience de l'ghorba déjà, parce que je parle de l'ghorba dans le livre. Je parle de cet entre-deux, de vivre là-bas, mais d'être ici. Là-bas, on est celui qui vient d'ailleurs, et dans le pays d'origine, on est celui qui est parti. Donc, je voulais vraiment documenter cette histoire entre ces deux rives, parce que je la vis, parce que je l'ai subie aussi parfois. Je voulais aussi m'adresser aux personnes qui ont un cheminement peut-être plus compliqué par rapport à leurs origines. On a beaucoup d'Algériens qui sont d'origine algérienne mais qui vivent à l'étranger, donc qui ne sont pas vraiment proches de leur pays. Et donc je voulais vraiment leur parler dans un français qui est plutôt clair, parce que je vis en France, donc j'ai connu beaucoup d'Algériens qui sont nés là-bas, qui ne parlent pas forcément Darja, qui ne parlent pas kabyle, qui sont un peu... ils sont d'origine algérienne mais ils ne vivent pas pleinement. Et donc, je trouve qu'en ce moment, sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus d'initiatives où des personnes d'origine algérienne commencent à se reconnecter avec leurs origines, avec le tourisme qui commence un petit peu à exploser en Algérie, notamment dans le désert, etc. Et donc, il y a cette reconnexion en fait, qui vient naturellement. Et donc, je voulais un peu leur parler. Et aussi les personnes qui ont fait le chemin inverse, les personnes qui sont nées à l'étranger et qui reviennent aussi vivre en Algérie. C'est aussi une sorte de ghorba pour eux, mais inversé. Et donc, c'est vraiment à ces personnes-là que je m'adresse. Et aussi toutes les personnes qui aiment les histoires, parce que c'est une histoire. Je raconte comment je suis né, je raconte mes galères d'étudiant, je raconte la première fois que je découvre un couscous pour le ghorba, qui n'est pas le couscous de ma mère. Donc, c'est un peu différent. Et voilà, donc vraiment toutes les personnes peuvent le lire. Pour revenir, Yes, à l'essence de votre livre d'origine algérienne, donc vous êtes un jeune homme algérien qui est né en Algérie et qui est par la suite parti vivre en France. Est-ce qu'on pourrait revenir sur votre parcours pour expliquer un peu à nos téléspectateurs ce qui vous a poussé à faire ce livre ? Alors moi je suis algérien, je suis né à Alger, je suis kabyle et algérois de mes parents. Et donc voilà, j'ai fait mes études ici, à Bab Zouar, donc parcours classique. Et ensuite, quand j'ai eu 19 ans ou 20 ans, je suis parti à l'étranger, tenter l'aventure. Nous, les Algériens, on aime bien un petit peu les aventures, etc. Donc, je voulais tenter. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand je vivais en Algérie, j'avais un décor typiquement algérien autour de moi, que ce soit les senteurs, que ce soit les goûts, que ce soit les musiques, que ce soit les tenues. Et ce décor-là, on ne le remarque pas forcément, parce qu'on baigne dedans. Et quand on part à l'étranger, peu importe le pays, je ne parle pas juste de la France, et quand on nous coupe justement ce décor, il y a une sorte de nostalgie, de crise identitaire qui commence à se manifester. Et c'est cette nostalgie, c'est cette crise identitaire qui m'a poussé à commencer à documenter mon algérianité peut-être, je vais l'appeler comme ça. Oui. Sur les réseaux sociaux, ça s'est manifesté avec de la musique raï par exemple, que je ne comprenais pas en vivant en Algérie, parce qu'il y a des termes que je ne comprenais pas, et aussi des thématiques que peut-être j'étais trop jeune pour comprendre. Donc ça a commencé avec le rail, ensuite avec les plats, le couscous, on commence à avoir des envies, je me dis j'ai envie de manger le couscous. Et donc on commence à chercher des restaurants, et on se rend compte que trouver des restaurants algériens à l'étranger, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils sont déguisés, ils ont une autre identité.
J'en parle dans le livre, je parle de ces restaurants maghrébins, entre guillemets, où tout est algérien, sauf le nom. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellé parce que les cuisiniers sont algériens, le gérant est algérien, la déco est algérienne, les plats sont algériens, mais c'est écrit en gros restaurant maghrébin. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est peut-être plus vendeur, parce que les gens connaissent peut-être plus le Maghreb en général que l'Algérie. Et ce qui fait mal, c'est que quand on parle de d'autres pays, du coup on cite le pays directement. Cuisine grecque, cuisine italienne, Oui. etc. Mais quand on parle d'Algérie, on aime être dans la globalité parce que c'est peut-être plus vendeur. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est pas que cuisine maghrébine, c'est cuisine orientale. Oui. On fait pas du tout partie du Moyen-Orient, mais on veut nous mettre en fait dans des cases, comme si l'Algérie n'était pas le plus grand pays d'Afrique pour que on ait notre catégorie à nous. Et donc, je le documente dans le livre parce que c'était aussi un combat pour justement rajouter ce terme algérien à ces restaurants à travers le monde qui, alhamdoulilah, aujourd'hui, sont catégorisés par Google. Donc vraiment, tout ça s'est manifesté avec... C'est grâce à votre démarche, notamment. C'est grâce à une démarche qui a demandé justement des vidéos. On a demandé à Google justement d'intervenir là-dessus. Donc j'étais pas le seul, il y avait plusieurs internautes qui m'ont aidé. Et j'ai fait une vidéo justement où j'ai interpellé Google pour leur dire que on trouve ça scandaleux. C'est pas normal. C'est pas normal que, c'était en 2024 je crois, que les restaurateurs algériens ne peuvent pas mettre la catégorie restaurant algérien sur Google. Et donc, ils avaient essayé en vain en envoyant des mails. Et je pense qu'en faisant une vidéo, en mettant un visage justement sur cette demande, et les Algériens ont aussi beaucoup partagé, ils ont joué le jeu. La vidéo a été partagée plus de 15 000 fois, je crois. Oui. Il y a eu des millions de vues. Donc vraiment, grâce à ça, on a pu avoir un interlocuteur qui travaille chez Google, et c'est un Algérien aussi. Et il m'a envoyé un message, il m'a dit « Yes, j'ai vu ton message » et je fais la requête et un mois plus tard, la catégorie restaurant algérien a été créée. Et pour l'anecdote, Naïman, il y a un mois exactement, pile poil aujourd'hui, Google célébrait l'Algérie pour une journée à Paris. Donc ils ont dédié une journée complète à l'Algérie. Donc on a pu manger algérien, on a eu un concert de Raina Rai, où on a chanté du rail, où il y avait une présentation justement sur l'art algérien. On n'aurait jamais pu imaginer ça il y a quelques années de cela. Mais c'est comment est-ce que les choses ont évolué par rapport à l'Algérie. Et franchement, je suis très fier de toutes les personnes qui participent justement au rayonnement de l'Algérie à l'international et en national aussi, parce que les initiatives naissent ici. Et donc, comme quoi, on est quand même en train de faire du chemin. Yes, pour revenir sur votre livre, qu'est-ce que l'écriture vous a permis de dire que le format social media ne permet pas toujours? Dans le livre, je dénonce certaines phrases, certains mots que je trouve un petit peu dégradants, comme par exemple le terme blédard, que nous, on subit. Quand je dis nous, c'est les personnes qui sont nées au bled, entre guillemets, et qui allons à l'étranger pour étudier, pour vivre, pour se marier, peu importe. Et ce terme-là, il était très péjoratif et aussi très brut parce que il est souvent utilisé par les personnes qui sont d'origine maghrébine. Je vais généraliser parce que c'est pas que les Algériens, bien évidemment, qui utilisent ce terme. Et donc, il est utilisé pour justement faire cette différence entre les Maghrébins qui sont nés à l'étranger et les Maghrébins qui viennent par la suite. Et donc, ce format-là, je voulais vraiment y laisser ma plume parce que c'est des mots que oui, j'ai déjà dit en formation, etc. Mais je pense qu'en expliquant tout le contexte de A à Z, où on décrit une histoire, quand c'est écrit, je pense que le message, il arrive encore plus. Et il est encore plus percutant. En faisant une story ou une vidéo, etc., les gens, ils peuvent zapper, ils peuvent juste entendre le début, ensuite passer à autre chose. Mais là, vu que c'est écrit et que ça fait partie de l'histoire, on est obligé de passer par ce passage-là. Et donc, ça m'a permis justement de transmettre des messages que je ne pensais pas aussi transmettre. Et aussi, je parle de choses que je n'ai pas l'habitude d'aborder, comme les attaques que je subis en fait sur les réseaux sociaux. Je suis la cible d'attaque, j'en ai déjà parlé, mais brièvement, parce que je n'ai pas envie que ça soit le sujet voilà, ouais. ou autre, mais dans le livre, parce que j'estime que les personnes qui ont acheté mon livre, c'est les personnes qui veulent en savoir plus. Et justement, je trouve ça intéressant de partager des choses un peu exclusives. Donc oui, je parle de ces attaques, de ces signalements, de ces campagnes de dénigrement, de ces deepfakes. Il y a des vidéos, il y a des photos de moi qui circulent où on prend ma tête et on la met sur d'autres personnes pour faire passer des messages. Ça va très très loin. Ça va très loin. Mais ça veut dire que vous dérangez finalement parce que vous faites... Que l'Algérie dérange aussi, parce que l'Algérie est attaquée de toutes parts, on le sait. Bien sûr, mais l'Algérie dérange et je pense que toutes les personnes qui œuvrent pour ce côté rayonnement de l'Algérie, pour ce côté positif et qui montrent les belles choses, dérangent aussi parce qu'on a envie de peut-être toujours nous enfoncer, toujours nous voir par terre. Et
Nous, on est là pour donner un petit peu de belles initiatives, de pousser justement ces belles initiatives, de promouvoir les belles choses. Et oui, on dérange. Et quand je vois, moi, ma tête, où ce n'est même pas ma voix, où c'est juste mon visage qui bouge, et pour faire passer un message justement anti-algérien, là, je me suis dit, OK, ça va un petit peu loin. Et là, j'étais obligé d'alerter justement les Algériens pour leur dire, ces vidéos qui circulent, ce n'est pas moi, parce qu'il y a des personnes qui y croient, malheureusement. Mais oui, mais ça va très loin. Et ça veut aussi dire que je fais bien les choses peut-être. Donc je le prends comme un compliment, je préfère le prendre en tout cas comme un compliment. Yes, c'est quoi votre passage préféré dans le livre? Ah, mon passage préféré dans le livre. Question difficile. Hein. Ouais, j'ai plusieurs passages que j'aime. J'aime le début du livre. Je parle de ma naissance. Je suis né dans une période assez compliquée, en pleine décennie noire par exemple. Et je raconte justement ce moment de douceur familiale. Donc le livre, il commence vraiment par ça. Et il y a aussi le moment où je découvre ma première épicerie qui vend des produits algériens. C'était un moment assez incroyable. Je me souviens, je marchais dans la rue et j'ai vu une épicerie écrit produits du Maghreb, qui clignote, etc. Et je rentre là-dedans et je vois plein de marques algériennes qui m'ont rappelé tout de suite mon enfance. Et je me souviens, j'avais pris une bouteille d'une limonade très connue en Algérie. Et le soir même, je dis dans le livre que j'ai trinqué avec mes souvenirs en buvant cette limonade. Parce que c'est quelque chose qui m'a rappelé j'ai vu ma vie défiler. Je me dis, ah ouais, ça c'était chez ma grand-mère, ça c'était à la maison, ça c'était pendant le ramadan, etc. Parce que ce qui m'interpelle aussi dans votre livre, c'est que vous parlez de cet aspect identitaire. C'est vrai qu'on nous a raconté l'Algérie toute notre vie. Mais c'est pas pareil quand on est à l'étranger et que c'est nous-mêmes qui nous trouvons à chercher cette Algérie par nous-mêmes. Quand on est à l'étranger, quand on n'a pas ce décor dont je parlais au début, toutes les choses deviennent un peu nostalgiques. Et dès qu'on le voit, par exemple, quand moi je suis à Paris et je vois rue de Tlemcen ou rue d'Alger, je suis ah ouais, regarde. Alors que c'est rien, ça veut rien dire en soi. Mais c'est quand même peut-être que c'est cette fierté algérienne qu'on a en nous et moi, après, ça fait partie aussi de mon contenu. Je cherche les choses algériennes dans les lieux les plus improbables. Et c'est réconfortant aussi de retrouver un bout de chez soi. Nous, qu'on a tant voulu effacer. Et quand on trouve des petits éléments qui nous rappellent un petit peu chez nous. J'étais à Amsterdam il y a quelques mois et j'ai trouvé 2 restaurants algériens qui ont mis restaurant algérien. Et quelle fierté, parce que j'ai vu des gens rentrer, sortir, etc. Et je me dis, waouh, c'est bien parce que c'est des personnes qui ont osé, ils n'ont pas attendu que Google leur dise restaurant algérien ou pas restaurant algérien. Enfin, c'est des personnes qui ont des initiatives et qui y croient parce que notre culture est riche et on doit la protéger et on doit la promouvoir surtout. Et ce qui est émouvant aussi, c'est qu'on a eu la chance de vous découvrir sur Al24 News depuis vos débuts. Vous étiez passé avec nous dans une émission qui était à l'époque la grande émission. On avait découvert avec vous votre série Inftor, un restaurant algérien à Paris. Et depuis, votre communauté n'a cessé de s'élargir, de s'agrandir. Vous êtes devenu un peu un ambassadeur de la culture algérienne, du patrimoine algérien, à travers vos nombreuses initiatives et vos participations à des événements internationaux culturels, notamment enregistrés l'UNESCO. Ouais. Est-ce qu'en commençant votre parcours sur les réseaux sociaux, vous vous attendiez à toucher et à sensibiliser autant de personnes? Parce qu'il y a beaucoup d'étrangers aussi qui vous suivent. Exactement, et c'est pour ça que je parle aussi en français, parce que beaucoup me le reprochent, pourquoi je ne parle pas en derja. Parce que justement, cette mission a commencé, cette mission de mettre la culture algérienne à l'honneur a commencé à Paris. Donc du coup, je voulais vraiment continuer sur cette lignée parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui sont d'origine, enfin, qui sont nés à l'étranger et qui veulent justement se reconnecter. Et peut-être il y a cette barrière de la langue. Et donc je voulais vraiment que ça ne soit pas un problème pour ces personnes-là. Et en commençant les réseaux, absolument pas. Je pensais que ça allait être une petite tendance un petit peu éphémère où ça allait s'essouffler au fur et à mesure. Et quand je vois par exemple des institutions comme l'UNESCO qui nous invitent, qui nous donnent des espaces pour qu'on puisse s'exprimer, Google aussi, qui nous ont invités il y a quelques semaines aussi pour parler de l'Algérie, pour montrer l'Algérie, je me dis que justement le monde est prêt en fait, le monde est prêt à voir cette culture algérienne, ces belles choses d'origine algérienne et moi ça me fait super plaisir parce que j'ai des personnes qui me disent tu m'as aidé à comprendre ça, tu m'as aidé à me reconnecter ou bien tu m'as encouragé à repartir en Algérie, les personnes qui n'ont peut-être jamais mis les pieds ici mais qui sont d'origine algérienne et quel plaisir, quelle
fierté. Je me dis, mais c'est des vidéos toutes simples. Parfois, je ne me rends même pas compte. Je poste et puis je fais ma vie parce que les réseaux, c'est pas ma vie, mais il y a un impact derrière. Et parfois, on est un petit peu ému quand, par exemple, la série Un Ftour, un resto des aides, où je suis parti chez des restaurants qui n'étaient pas du tout connus, où ils étaient peut-être parfois un petit peu en difficulté, où justement il y a un élan de solidarité et que par la suite je reçois un message d'une maman ou bien d'un papa un peu qui était peut-être dans une période compliquée qui me dit grâce à toi je peux souffler, etc. Mais on ne se rend pas compte alors que c'est des petites choses, mais je pense que l'impact il est juste énorme et c'est pour ça que dans le livre je parle de cette transmission de culture à travers les réseaux sociaux parce que aujourd'hui, en 2026, on ne peut plus dire que les réseaux sociaux, c'est juste pour les routines du quotidien, pour des choses un petit peu farfelues, je dirais, parce qu'on peut avoir des comptes, on peut avoir des plateformes sérieuses, on peut avoir des plateformes Mais oui, les qui ont réseaux un sociaux, but. c'est une arme, c'est un véritable outil Exactement. de soft power. Exactement, et justement le soft power, on en parle là, c'est grâce aux réseaux sociaux où on est un petit peu invité partout dans ces événements internationaux. Je pense par exemple au village gastronomique de Paris, où on a fait un défilé de mode, on a fait défiler toutes les tenues traditionnelles algériennes. Ça a fait vraiment beaucoup de bruit parce qu'on était en dessous de la Tour Eiffel, et il y avait tous les touristes, il y avait tous les pays du monde, donc il y avait tous les touristes qui venaient un peu manger local, etc. Et ils voient ça, et je me dis c'est vraiment une fierté. Ça fait plaisir de voir que les Algériens se réapproprient aussi leur Exactement. patrimoine, Exactement. en sachant qu'il y a certaines parties qui veulent voler ce Mais patrimoine, bien qui sûr. veulent se l'approprier. Mais On sait ce qui se patrimoine, passe en ce moment à l'UNESCO avec le kaftan, Bien Kaftan sûr. Qadé. Mais par exemple, le kaftan qui a déjà été inscrit en 2012 et ensuite en 2024, donc c'est sur deux régions différentes. En 2012, c'était pour Tlemcen, c'était pour le costume nuptial. Et ensuite, en 2024, c'était pour les tenues de l'Est, donc on a Oui. Kaftan al-Qadi avec sa photo qui est sur l'UNESCO. Et il y a eu des gens mal intentionnés qui ont voulu sortir des rumeurs comme quoi l'UNESCO avait retiré ces photos, ce qui est absolument faux. Et il faut même aller vérifier vous-même. Et donc, justement, donc, même quand il y a des initiatives positives, ces mouches électroniques essayent de justement prendre ces informations pour envoyer des fake news. Et donc, c'est un peu notre responsabilité à nous qui sommes sur Oui. les réseaux et nous, en tant qu'Algériens, de soutenir ces initiatives. On voit un petit mouvement algérien justement sur cette culture, sur cette réappropriation de cette culture. Parce que je pense qu'on avait un petit peu, peut-être pas la tête à ça il y a quelques années, on était peut-être sur d'autres choses. Vous savez, on sort d'une décennie noire, Exactement, après voilà. la crise économique qui a frappé le monde entier, Exactement. la pandémie du Covid. Ah non, mais voilà, donc il y a eu beaucoup de choses. Et je pense que là, depuis 3-4 ans, il y a les Algériens qui se sont dit, bon, Algeria is back. Algeria is back. Et je pense que ça a beaucoup aidé le fait que des personnes mal intentionnées veulent justement se réapproprier des choses. Parce que les Algériens se sont réveillés, ils se disent, mais non, ça, c'est pas à vous. Ça, mon arrière-grand-mère le faisait. Hier, j'étais à un dîner familial et j'ai ma tante qui me sort un kaftan de ma grand-mère qui est mais ultra usé, où dès qu'on le touche, il commence à se déchirer. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est vraiment à nous. Donc on peut pas. Il y a des choses qui sont peut-être qui existent dans d'autres pays, mais dire que nous, on a volé, c'est là en fait la nuance. C'est parce qu'on s'est tué pendant des années, on n'était pas actif sur cette protection. Je pense que cette ère est terminée et les Algériens ont compris. Et donc, ça fait vraiment plaisir de voir que les Algériens se réapproprient leur culture. Et puis Yes, vous vous adressez beaucoup à la jeunesse, vous expliquez des concepts, vous vulgarisez, vous mettez en avant des artistes d'antan, des tenues traditionnelles et des traditions propres à chaque wilaya. Vous faites même un peu le tour de l'Algérie pour montrer la richesse de notre patrimoine. Et votre travail, il paye, parce qu'on voit que les Algériens, de plus en plus jeunes, s'intéressent à leur culture et font la promotion de leur culture. Est-ce que ça vous rend fier aujourd'hui de voir ce que cette jeunesse algérienne fait aujourd'hui pour son pays, pour sa culture et pour son patrimoine? Ah ouais, mais moi, ça m'émeut parce que je me dis, le plus tôt on se rend compte et le plus tôt on va commencer à justement être de plus en plus dans ce côté protection, dans ce côté un peu promotion de la culture et des choses qui font de nous les Algériens qu'on est. On est le plus grand pays d'Afrique. Chaque wilaya a ses régions, a ses traditions, même s'il y a des régions qui ont pratiquement la même chose. Et on bouge à gauche ou à droite, la recette elle change, ou bien les tenues elles Rien changent. que le couscous, chaque bien sûr. wilaya a son couscous Exactement. propre à lui. Voilà. On est le pays du couscous. Oui. Et quand je vois par exemple Yasmina Slem qui fait un travail exceptionnel sur justement la promotion du couscous et ses livres qui ont gagné des prix internationaux où justement elle démontre que que l'origine du couscous c'est l'Algérie.
Vous savez que le plus vieux couscoussier a été retrouvé ici à Tiaret. Oui. Donc on est le pays du couscous. Et justement, donc, chaque région, chaque wilaya, même nous, par exemple, là on est à Alger, chaque famille a son propre couscous. Et vraiment, moi, ça me fait plaisir que les gens de plus en plus jeunes commencent à s'intéresser justement à toute cette richesse. Parce qu'au lieu de s'inspirer des autres, je pense qu'on devrait s'inspirer de nous-mêmes, parce qu'on a tellement de choses. Juste par exemple les tenues, où on est, je crois, l'un des pays au monde qui a le plus de tenues traditionnelles. Et je ne sais pas si on se rend compte, on est l'un des tenues qui a le plus de tenues traditionnelles, que ce soit féminine ou masculine. Et ça, parfois, on a tendance à l'oublier. On n'a pas que le caftan. Le caftan, Oui. c'est l'une des tenues parmi tant d'autres. On a vraiment une vingtaine pour les femmes et encore une vingtaine pour les hommes. Et encore, hein, je pèse mes mots parce que je n'ai pas envie de rentrer dans les détails où le tissu change, où... Même voilà. les accessoires, les bijoux. Exactement, ou les accessoires, il y les en a bijoux et tellement, tout. oui. Et un élément, ce qui est drôle, c'est que moi aussi j'apprends parce que moi je ne suis pas du tout expert et je n'étais pas du tout expert et je ne le suis toujours pas. Mais j'apprends et c'est ultra rigolo et c'est amusant parce que à chaque fois que j'ai l'occasion de visiter une nouvelle wilaya, j'essaie de le faire parce que j'apprends toujours sur mon pays. Et ça m'aide aussi justement à faire des vidéos, à faire un contenu peut-être de plus en plus original parce que on découvre des choses qu'on ne connaissait pas avant. J'ai découvert il y a quelques jours qu'il y avait il y avait une ville aux États-Unis qui s'appelle El Kader, donc en hommage Oui. à l'Amir Abdelkader, et qui a un musée qui attire de plus en plus de touristes avec des choses en rapport avec l'Algérie et l'Amir Abdelkader. Donc moi, on apprend tous les jours et c'est ça en fait, même moi j'apprends. Et puis ce qui m'a marqué aussi, c'est vos épisodes que vous avez fait au Sahara, dans le Sahara algérien. Ouais. Est-ce que ça vous a marqué? Sahara, c'était une expérience, d'ailleurs j'en parle dans le livre parce que c'était bouleversant, où j'avais l'impression de ne pas être en Algérie. Parce que moi j'ai toujours vécu à Alger, où je connais un peu la Kabylie, etc. Vous étiez dans le berceau de la civilisation humaine, de l'homme avec un grand H. Il y avait des peintures et des sculptures Des rupestres fresques, oui. qui datent de 10 000 ans avant Jésus-Christ, 15 000 ans avant Jésus-Christ. Et d'être là en face de ces peintures et de se dire qu'il y avait des humains qui ont peint justement ces merveilles pour que nous, plus tard, on puisse un peu comprendre comment est-ce qu'ils vivaient. Mais c'était vraiment bouleversant. Et le désert vous parle, le désert vous arrache vos tripes. Et il y a quelque chose de très fort, surtout dans le désert de Janet, donc dans le Tadarat. Bon, de un, parce qu'on est complètement coupé du monde, on n'a pas de réseau. C'est vrai que quand on vit dans la speed life et qu'après on se retrouve dans le désert seul au monde, ça change, ça bouscule. Mais c'est surtout de dormir à la belle étoile, dans des tentes, etc. Et il y a des personnes aussi qui ont eu de belles initiatives, comme par exemple de créer des campements en plein milieu du désert. Donc vous avez des tentes de luxe, entre guillemets, bon ça reste des tentes, mais vous avez des lits, vous avez un petit peu d'eau, donc... c'est magnifique parce qu'on fait la promotion de notre pays. C'est plusieurs manières de faire la promotion du tourisme, ça. Exactement, et ça s'appelle le Slow Camp, donc ça existe partout dans le monde et c'est arrivé aussi en Algérie et j'étais très fier de découvrir ça. Yes, malgré tous les bâtons qu'on vous a mis dans les roues, vous continuez quand même à faire ce que vous faites de mieux, c'est-à-dire raconter l'Algérie, cette Algérie qu'on a longtemps voulu faire taire. Et juste une petite question assez drôle. Où trouvez-vous toute cette énergie, comme dirait Jordan Bardella? Où est-ce que vous trouvez cette énergie? Eh ben, je trouve cette énergie dans mes petits voyages ici, en Algérie surtout. Je m'inspire beaucoup des histoires de ma famille, parce qu'on a beaucoup d'histoires dans ma famille paternelle et maternelle. Donc, à chaque fois que je vois mes tantes, j'ai 15 tantes du côté paternel, enfin, oncles et tantes, et 14 du côté maternel, donc autant vous dire qu'on est très longtemps. Et donc, à chaque fois que je vois un peu des membres de ma famille, je leur pose plein de questions et ils ont toujours des anecdotes un peu. Ça, c'était avant, ça, c'est le premier jour du Nouvel An à Mazir, on fait ce plat-là parce qu'il faisait froid, etc. Donc, voilà, donc ça m'inspire. Et j'essaie aussi d'être très connecté, de voir justement ce qui se passe. Je lis beaucoup d'informations, je lis beaucoup l'actualité pour voir qu'est-ce qui attire, qu'est-ce qui se passe. Et ça m'inspire, mais j'aurais aimé qu'il y ait d'autres personnes qui font un peu le même contenu que moi pour qu'on puisse s'en inspirer, mais pour l'instant il n'y en a pas trop. Mais ils commencent à se démarquer. J'ai eu hier une personne qui m'avait demandé si c'était OK pour lui de faire une série pendant Ramadan, justement comme les restos algériens, enfin un jour un resto algérien. Je me dis mais avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Donc moi ça me fait plaisir et j'espère m'en inspirer prochainement.
Pour finir, Yes, si quelqu'un devait ouvrir votre livre et ne devait retenir qu'une chose, ce serait laquelle? C'est que malgré qu'on vit à l'étranger, au lieu que ça soit un fardeau ou bien de le voir comme un poids, bah, c'est plutôt le voir comme un pont, parce qu'on vient d'un pays qui a une richesse culturelle immense et on vit peut-être à l'étranger. Et donc utiliser cette richesse, ce patrimoine, cette vision et cette ouverture d'esprit qu'on a pour justement être toujours dans la générosité, parce que nous les Algériens, on est un peuple super généreux, accueillant. Donc justement, s'inspirer de ça pour justement donner la meilleure image possible de l'Algérie quand on est à l'étranger. Et il y a plein d'anecdotes autour de ça dans le livre, et j'aimerais vraiment que les personnes aient le sourire aux lèvres quand ils vont lire les différents passages et les différents chapitres. Et à la fin du livre, j'ai mis une petite poésie écrite par ma sœur qui parle justement du voyage à l'étranger. Et je pense que quand ils vont le lire, ils vont avoir un peu le sourire aux lèvres. Donc je voulais vraiment qu'ils terminent le livre avec des belles notes qui riment. Merci beaucoup Yes Begriche pour cet échange. Je vous invite donc, madame, monsieur, vraiment à découvrir d'origine algérienne un livre riche en émotions et en savoir. Voilà, c'est la fin de ce nouveau numéro de Rencontre avec. Restez avec nous sur Al 24 News.